Bonjour esprits curieux, bienvenue à bord de ce voyage intellectuel. Imaginez un instant le brouillard froid et éternel de la Scandinavie. À présent, ressentez le soleil implacable sur les plaines de Castille. Deux mondes, deux climats, deux époques, séparés par des siècles. Pourtant, au cœur de leurs plus grandes histoires, bat le même pouls, un code secret qui les a façonnés. Il s'agit du code du héros. Un archétype, une idée si puissante qu'elle a pu bâtir des nations entières à partir de clans éparpillés et de royaumes en guerre. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer ensemble comment deux figures légendaires, Beowulf et le Cid, sont devenus les pierres angulaires de leur culture future, utilisant sans le savoir exactement le même manuel d'instruction narratif. Avant de commencer, je voulais vous dire un mot sur les images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle. Pensez-y comme à une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que je suis en train de vous raconter. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais plutôt un accompagnement visuel. J'espère que vous apprécierez. Notre premier protagoniste est Beowulf, un héros du Nord, né de l'obscurité et de la légende. Son monde est primitif, presque préhistorique dans son essence. Les menaces ne sont pas des armées ou des conspirations politiques. Ce sont des horreurs qui rampent hors des marécages, des incarnations du chaos absolu, le mal dans sa forme la plus pure et la plus monstrueuse. Pensez à Grendel, la créature qui terrorise la grande salle du roi Hrothgar. Il n'a pas de motivation complexe. Il est l'envie, la faim et la destruction. Il représente la peur ancestrale de l'obscurité qui rôde au-delà du foyer, la terreur que le fragile cercle de lumière que nous appelons civilisation soit dévoré par l'inconnu. Beowulf n'est ni un stratège militaire, ni un homme politique. Il est la force brute de l'humanité, la réponse primordiale à une menace primordiale. Sa fonction est simple mais fondamentale, être le mur. Il est la barrière physique et symbolique qui protège le groupe, le clan, du chaos extérieur. Sa victoire est celle de la communauté sur la nature sauvage. En tuant Grendel et sa mère, Beowulf ne sauve pas seulement un royaume, il définit son peuple. Le poème leur dit « Nous sommes ceux qui ont des héros capables d'affronter l'obscurité et de vaincre. Nous sommes l'ordre, la bravoure, la lumière. Tout le reste est le monstre. » C'est ainsi que se forge une identité collective, une protoculture. Maintenant, faisons un bond de plusieurs siècles en avant et voyageons vers le sud, dans la péninsule ibérique. Un lieu de frontières changeantes, de politiques complexes, de coexistence et de conflits entre cultures. Ici, le monstre a changé de visage. Il n'émerge plus d'un marécage, mais de la cour même du roi. Le chaos est désormais humain. Notre second héros est Rodrigo Diaz de Vivar, le Cid. Son histoire ne commence pas avec un monstre, mais avec une injustice, l'exil. Ses ennemis ne sont pas des bêtes, ce sont d'autres nobles, des hommes consumés par l'envie, la trahison et l'ambition politique. Le danger n'est plus externe et chaotique, il est interne et calculé. Le Cid ne lutte pas pour la survie de la tribu contre la nature. Il lutte pour quelque chose de bien plus abstrait, mais tout aussi vital, son honneur. Dans une société féodale, l'honneur n'est pas un sentiment personnel. C'est votre valeur publique, votre réputation, votre place dans le monde. Perdre l'honneur est une mort sociale, pire que la mort physique. Son chemin de héros est une bataille légale et militaire pour restaurer sa bonne réputation. Chaque victoire sur le champ de bataille, chaque ville conquise, n'est pas seulement un acte de guerre. C'est une preuve de sa loyauté et de sa valeur. C'est un argument irréfutable contre ses accusateurs. Il utilise l'épée pour écrire la calomnie. Et ici, mes amis, c'est là que le code secret se révèle avec une clarté étonnante. Tous deux, Beowulf et le Cid, font exactement la même chose, mais à différents niveaux de complexité sociale. Tous deux créent un espace sécurisé pour que leur communauté puisse prospérer et se définir. Beowulf crée un espace sécurisé physique. En tuant le monstre, il garantit que la salle du roi ne sera pas détruite, que son peuple ne sera pas dévoré. Il trace une frontière littérale entre l'homme et la bête, entre l'ordre du clan et le chaos de la nature sauvage. Le Cid, d'autre part, crée un espace sécurisé social et légal. En vainquant ses ennemis et en démontrant sa loyauté inébranlable envers le roi, même en exil, il renforce l'idée que la loi, l'honneur et la loyauté sont les piliers de la société. Sans eux, le royaume se dévorerait lui-même dans les trahisons. Le monstre de Beowulf est le chaos externe. Les ennemis du Cid sont le chaos interne, mais le résultat de leur victoire est identique. Tous deux établissent un ordre. Ils définissent un nous, un groupe uni par des valeurs partagées. Pour Beowulf, la valeur est la force contre l'obscurité. Pour le Cid, c'est l'honneur face à la trahison. Et c'est là le grand tournant. Ces histoires épiques n'étaient pas un simple divertissement pour les longues nuits d'hiver. Elles étaient, en essence, les premières grandes campagnes de propagande nationaliste. C'étaient des outils éducatifs conçus pour enseigner à une population dispersée ce que signifiait appartenir à quelque chose de plus grand. Écouter l'histoire de Beowulf vous disait « Être de cette terre, c'est être brave, fort et prêt à affronter l'obscurité pour votre communauté. »
Cela vous donnait un modèle à suivre, un idéal. Le héros devenait l'âme du peuple, la personnification de ses meilleures qualités. De la même manière, entendre le cantar de Mio Cid vous enseignait qu'être castillan signifiait être honorable, loyal envers votre roi même, dans l'injustice, et être un bon chrétien. Cela forgeait un caractère national. Le Cid était le citoyen idéal, le vassal parfait, l'homme qui plaçait le bien du royaume au-dessus de sa propre souffrance. Le chemin du héros, par conséquent, devient le chemin de la nation. La biographie du héros se transforme en l'identité du peuple. Beowulf, le tueur de monstres, pour une Angleterre qui se voyait comme un bastion de civilisation contre les hordes païennes. C'est un processus de définition par opposition. Et le Cid, l'unificateur et conquérant loyal, pour une Espagne en plein processus de reconquista, un projet de siècle qui nécessitait un ciment idéologique pour unir des royaumes chrétiens souvent opposés entre eux. Le Cid était ce ciment, le symbole de la loyauté envers une cause supérieure, la cause de l'Espagne. Ainsi, la prochaine fois que vous lirez l'une de ces grandes épopées, ne vous contentez pas de voir l'aventure et la bataille. Cherchez le code. Demandez-vous, quel monstre ce héros est-il en train de tuer? Est-ce un monstre de l'extérieur ou de l'intérieur? Et, le plus important, quelle idée du nous est-il en train de construire avec son sang et son sacrifice? Ce schéma, ce code du héros bâtisseur de nations, n'est pas mort au Moyen-Âge. Nous le voyons se répéter encore et encore dans l'histoire, depuis Captain America aux États-Unis jusqu'aux héros révolutionnaires en Amérique latine. La formule est trop puissante pour être oubliée. Le héros définit les valeurs de la tribu, établit les frontières de l'acceptable et de l'inacceptable et nous donne une histoire commune à raconter sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes importants. C'est le mythe fondateur que toute culture a besoin pour se sentir unie, pour avoir un sens et une raison d'être. Beowulf nous a appris à lutter contre les monstres de la nuit. Le Cid nous a appris à lutter contre les démons de notre propre nature. Tous deux nous ont laissé le même héritage. L'idée qu'une communauté, une nation, se définit par les géants qu'elle décide d'affronter, qu'ils soient de chair et de sang ou d'esprit. C'est un code qui continue de s'écrire aujourd'hui dans nos films, nos livres et nos légendes modernes. Nous continuons de chercher des héros qui tuent nos monstres et nous disent qui nous sommes. Peut-être parce qu'au fond, chacun de nous livre sa propre bataille contre le chaos, cherchant son propre honneur. Le voyage du héros n'est pas seulement une structure narrative. Des chercheurs dans le domaine de la mythologie comparée, comme le célèbre Joseph Campbell, ont démontré que c'est le reflet de notre propre voyage psychologique. C'est la carte de l'âme humaine projetée sur un grand écran, un écran suffisamment grand pour fonder une civilisation. Pensez-y un instant. L'appel à l'aventure, le refus initial, la rencontre avec le mentor, les épreuves, la grande crise, la récompense et le retour. Ce cycle n'est pas seulement l'intrigue de Beowulf ou du Cid, c'est le cycle de grandir, de faire face à un problème au travail, de surmonter une perte personnelle. Ce que les poètes épiques médiévaux ont fait, c'est de prendre cette carte psychologique universelle et de lui donner une application politique. Ils ont pris le voyage de l'individu et l'ont transformé en la mission d'un collectif. Le dépassement de soi du héros est devenu le salut et la définition de son peuple. C'est pourquoi ces histoires résonnent avec tant de force encore aujourd'hui. Nous n'observons pas simplement un guerrier musclé tuer une bête. Nous assistons à la naissance d'une idée de communauté. Nous voyons le processus de transformation d'un groupe de personnes en un peuple, avec une identité et un destin. La force de Beowulf ne résidait pas dans ses bras, mais dans ce qu'il représentait pour son peuple. L'honneur du Cid n'était pas dans son titre, mais dans l'exemple qu'il offrait à son roi et à sa future nation. Les deux héros étaient des miroirs dans lesquels une culture pouvait se regarder et se reconnaître pour la première fois. Le monstre du marais, Grendel, symbolisait la barbarie, l'incivilisé. La victoire de Beowulf était la preuve que son peuple, les Danois et les Geats, appartenaient au monde de l'ordre, des salles illuminées, et non à celui de l'obscurité primitive. Cela traçait une ligne culturelle claire. Pendant ce temps, les ennemis du Cid, les comtes de Carrion, représentèrent la corruption interne, la noblesse qui ne remplit pas son devoir, qui valorise la richesse au-dessus de l'honneur. La victoire du Cid sur eux était un acte de purification nationale, une déclaration des valeurs qui devaient régir la Castille. L'épopée, par conséquent, fonctionnait comme une constitution non écrite. Elle n'établissait pas de loi sur papier, mais gravait les principes moraux dans la conscience collective à travers des histoires émouvantes. C'était une façon bien plus efficace d'enseigner le civisme que n'importe quel traité ou édit royal. Ces poèmes étaient à réciter dans les cours et sur les places publiques. Ils étaient la culture populaire de leur temps. Chaque fois qu'un jongleur chantait les exploits du Cid, il donnait en pratique une leçon de patriotisme sur la façon d'être un bon Castillan. Il construisait l'Espagne vers après-vers. Le héros épique devient ainsi le premier citoyen, le modèle zéro. Ses actions définissent le terrain de jeu moral pour tous les autres.
Beowulf dit « Voilà la bravoure que nous devons avoir ». Le Cid dit « Voilà la loyauté que nous devons avoir ». Ils sont la norme à laquelle sera mesurée la vertu de la nation. Il est fascinant de voir à quel point ce code est adaptable. Pour une culture tribale qui lutte pour survivre dans un environnement hostile, le héros est un guerrier physique comme Beowulf. Pour une société plus complexe qui lutte avec la trahison et l'unité politique, le héros est un guerrier moral et légal comme le Cid. Le type de monstre qu'une culture choisit pour son héros en révèle beaucoup sur les peurs les plus profondes de cette culture. Les anglo-saxons craignaient l'anéantissement par des forces externes. Les royaumes espagnols craignaient la désintégration par des conflits internes. Le héros est toujours le remède à la maladie la plus redoutée. Même la manière dont il meurt est significative. Beowulf meurt en luttant contre un dragon, une dernière bataille contre le monstre externe, assurant le trésor pour son peuple. Sa mort est un sacrifice final pour la survie physique de sa communauté. C'est une fin tribale, protectrice jusqu'au dernier souffle. Le Cid, selon la légende, gagne sa dernière bataille après sa mort. Son corps, attaché à son cheval Babieca, mène une charge qui terrorise ses ennemis. Sa légende transcende sa vie. Son honneur et son symbole sont si puissants qu'il continue de lutter pour l'Espagne. C'est une mort pour l'histoire, pour la nation éternelle. La mort de Beowulf est la fin d'une ère de héros. La mort du Cid, c'est le début de l'ère d'une nation inspirée par son héros. L'un clôt un cycle de survie, l'autre ouvre un cycle d'identité nationale. Tous deux remplissent leur fonction à la perfection selon le code. Des études dans le domaine de la sociologie de la littérature confirment que les récits fondateurs sont cruciaux pour la cohésion sociale. Sans une histoire commune, une nation n'est qu'une collection d'individus sur un territoire. L'épopée fournit cette histoire, ce ciment émotionnel qui unit des étrangers. Pensons à la géographie. Beowulf opère dans des espaces indéfinis, des marécages mythiques, des grottes sous-marines. C'est une géographie de l'imagination, de la peur. Le Cid, en revanche, lutte dans des lieux réels, d'Espagne, Valence, Burgos, Castille. Sa geste s'inscrit sur la carte, revendiquant le territoire non seulement militairement, mais aussi narrativement. Le Cantar de Miocide est en effet un acte de cartographie poétique. En nommant les fleuves, les châteaux et les villes, le poème les intègre dans une narrative nationale. Il transforme un simple paysage en une patrie, un décor pour la gloire de son héros et, par extension, de son peuple. Beowulf, n'ayant pas une géographie aussi concrète, construit une patrie mentale. La patrie est là où se trouve la salle du roi, où règne l'ordre. C'est une idée de civilisation portable, non attachée à un lieu spécifique, mais à un ensemble de valeurs défendues par le héros. C'est la mentalité d'un peuple migratoire. Ainsi, nous voyons comment le code s'adapte à l'état de développement de chaque culture. Pour les anglo-saxons, qui définissent encore leur espace, le héros crée un refuge conceptuel. Pour les Espagnols, qui luttent déjà pour un territoire défini, le héros le sanctifie et l'unifie par ses actions. Le langage reflète également cette évolution. Le poème de Beowulf est rempli d'un langage sombre, violent, élémentaire. Il parle de sang, d'os et de marécages, c'est la langue de la survie. Il est direct, brutal et puissant, comme la lutte qu'il décrit. Le Cantar de Miocide, bien que également belliqueux, introduit une nouvelle dimension. Le langage de la loi, de l'honneur, de la stratégie, de la famille. Il y a de la mesure, une qualité de maîtrise de soi et de dignité. Le Cid est un héros qui pense, qui planifie, qui se soucie de ses filles. C'est un héros d'une société plus structurée. Ce changement linguistique et thématique est crucial. Il montre le passage d'une culture de guerrier à une culture de citoyen. La bravoure n'est plus seulement la force physique pour tuer un monstre, c'est aussi la force morale de supporter l'exil, de maintenir la loyauté, de pardonner. Le code du héros, donc, n'est pas statique. C'est un algorithme qui évolue avec la société qu'il sert. L'entrée est toujours la même, une menace à l'ordre. Mais le traitement et la sortie, le type de héros et la nature de sa victoire changent pour satisfaire les besoins du moment historique. Dans les deux cas, le héros est un catalyseur. Sa présence accélère le processus d'autoconscience d'un peuple. Elle oblige les gens à choisir un camp. Êtes-vous avec l'ordre du héros ou avec le chaos du monstre? Êtes-vous avec la loyauté du Cid ou avec la trahison de ses ennemis? Il n'y a pas de juste milieu. Cette polarisation est fondamentale pour la construction de l'identité. Pour savoir qui nous sommes, nous avons souvent d'abord besoin de définir qui nous ne sommes pas. Beowulf dit « Nous ne sommes pas le monstre dévoreur ». Le Cid dit « Nous ne sommes pas les nobles traîtres ». C'est une forme de construction identitaire par la négation. La victoire du héros est, par conséquent, la victoire d'une définition sur une autre. C'est le moment où un peuple se met d'accord et dit « Voilà ce que nous valorisons, voilà l'idéal auquel nous aspirons ». Le poème épique est l'acte notarié de cet accord social. Ce qui est incroyable, c'est que ce processus, qui semble si grandiose et planifié, a probablement émergé de manière organique. Les poètes et les jongleurs racontaient simplement les histoires qui émouvaient le plus leur public. Et les histoires qui émeuvent le plus
sont celles qui touchent nos peurs et nos aspirations les plus profondes. Le code du héros est viral par nature. Il a survécu et s'est propagé parce qu'il était utile. Utile aux rois qui voulaient inspirer la loyauté, utile aux guerriers qui cherchaient un modèle de valeur et utile aux gens ordinaires qui avaient besoin d'une histoire donnant un sens à leur monde et à leur place en son sein. Beowulf et le Cid ne sont que deux exemples éclatants de ce phénomène global. Nous pourrions trouver des schémas similaires dans l'Iliade d'Homère, dans l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie ou dans le Ramayana de l'Inde. Chaque culture génère le héros dont elle a besoin pour résoudre son équation existentielle. La lutte contre le chaos externe, comme celle de Beowulf, est typique des mythes de création et des cultures dans leur phase de formation. C'est la lutte de l'humanité contre une nature accablante et terrifiante. Le héros est celui qui apporte le feu, qui tue la bête, qui rend le monde habitable. La lutte contre le chaos interne, comme celle du Cid, est caractéristique des civilisations plus matures. Des sociétés qui ont déjà maîtrisé leur environnement physique et qui affrontent maintenant un défi plus grand, se maîtriser elles-mêmes. La corruption, l'injustice et la guerre civile deviennent les nouveaux monstres. Le héros est donc un thermomètre culturel. Montrez-moi votre héros et je vous dirai ce qui vous effraie le plus et ce que vous désirez le plus ardemment. La figure du héros est un diagnostic de la santé et des préoccupations d'une société à un moment donné de son histoire. L'héritage de Beowulf est la fondation d'une conscience anglo-saxonne, une identité forgée dans la lutte contre l'adversité. C'est l'esprit de pugnacité, la ténacité face à un monde hostile. Cet écho résonne dans l'histoire britannique de l'armada invincible au discours de Churchill. L'héritage du Cid est l'idée de l'Espagne comme une entité unifiée par l'honneur et la foi, un projet qui transcende les loyautés régionales. C'est la base de l'idéal du chevalier espagnol, un archétype qui influencerait la culture hispanique pendant des siècles, même dans le Nouveau Monde. Par conséquent, ces poèmes ne sont pas des reliques poussiéreuses. Ce sont les documents d'identité de deux des cultures les plus influentes du monde occidental. Les lire, c'est comme accéder au code source d'une nation pour comprendre ses valeurs opérationnelles fondamentales. La prochaine fois que vous verrez un film de super-héros, appliquez ce filtre. Quel est le monstre? Une invasion extraterrestre qui représente un chaos externe, comme dans Beowulf. Ou est-ce un conflit idéologique, une corruption du système qui reflète le chaos interne du Cid? Vous verrez que le code est toujours actif. L'universalité de ce voyage héroïque est la preuve que, malgré nos différences superficielles, les sociétés humaines sont confrontées aux mêmes problèmes fondamentaux. Toutes les cultures ont besoin d'ordre, de cohésion et d'un sens, et toutes, à un moment ou à un autre, ont eu recours à la figure du héros pour y parvenir. Le héros n'est pas nécessairement le plus fort ou le plus intelligent. C'est la personne qui incarne la solution au problème le plus pressant de son temps. C'est un symbole en mouvement, une idée faite chair. C'est pourquoi leurs histoires sont immortelles. Parce que les problèmes changent, mais le besoin d'une solution symbolique est éternel. Dans le nord brumeux ou le sud ensoleillé, le mécanisme est le même. Identifier le chaos, le personnifier en un ennemi, présenter un champion qui incarne les valeurs opposées et narrer sa victoire comme le triomphe fondateur de la communauté. C'est l'art de la mythopoïèse, la création de mythes, au service de la sociopoïèse, la création de sociétés. L'étude de la littérature, alors, devient une forme d'archéologie culturelle. Nous ne déterrons pas des os ou de la poterie, mais les croyances fondamentales, les peurs et les aspirations qui ont façonné les civilisations. Les épopées sont les fossiles des rêves d'une nation. Quand le jongleur chantait « Dieu, quel bon vassal s'il avait un bon seigneur », en se référant au Cid, il ne racontait pas seulement une histoire. Il lançait une critique politique subtile et, en même temps, établissait l'idéal auquel vassaux et seigneurs devaient aspirer. Il était littéralement en train d'accorder l'âme de sa nation. Et quand le poète de Beowulf décrivait la joie dans la salle de Éoroth après la défaite de Grendel, il peignait une image du paradis terrestre obtenu par la bravoure et le sacrifice. Il donnait à son public une vision pour laquelle il valait la peine de lutter et de mourir. Les deux poèmes sont un exercice d'imagination collective. Ils invitent le public à s'imaginer comme faisant partie de quelque chose de plus grand, de plus noble et de plus durable que leur propre vie individuelle. Ils vous invitent à être, à votre mesure, un peu comme Beowulf ou un peu comme le Cid. La construction d'une nation est avant tout un projet narratif. Avant les frontières, les armées et les lois, il doit y avoir une histoire. Une histoire qui réponde aux questions « Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et où allons-nous ?» Le héros épique est le protagoniste de cette première et plus importante histoire. Ainsi, le code secret du héros médiéval nous révèle une vérité profonde. Que la littérature n'est pas un simple reflet de la réalité, c'est une force active qui la façonne. Les épées de Beowulf et du Cid n'ont pas seulement versé du sang, elles ont aussi dessiné les premières cartes de l'Angleterre et de l'Espagne.
Le pouvoir de ces narratives réside dans leur capacité à simplifier un monde complexe. Elles réduisent les anxiétés existentielles d'une société à une lutte claire entre le bien et le mal, l'ordre et le chaos. Et dans cette clarté, les gens trouvent du réconfort, une direction et un motif pour s'unir. La figure du Cid, par exemple, a servi à unir les divers royaumes chrétiens de la péninsule. Léonais, Castillans et Aragonais pouvaient se reconnaître dans sa figure, qui luttait pour une cause commune. C'était un héros transrégional à un moment où l'on en avait désespérément besoin. Beowulf, de son côté, a fourni un mythe d'origine partagée pour les peuples germaniques qui s'étaient établis en Angleterre. Il leur a donné une histoire ancestrale, une connexion avec un passé héroïque qui légitimait leur présence dans cette nouvelle terre. C'était une encre dans la mer de l'histoire. Comprendre ce code ne diminue pas la grandeur de ses œuvres. Au contraire, cela l'accroît. Cela nous permet d'apprécier non seulement leur beauté littéraire, mais aussi leur incroyable pouvoir en tant que moteur de l'histoire, en tant qu'outil capable de modeler la réalité et de forger le destin de millions. Du guerrier qui défend le foyer du clan au chevalier qui défend la loi du royaume, le voyage est le même. C'est l'éternelle lutte humaine pour imposer un ordre significatif sur un univers indifférent et chaotique. C'est l'histoire que nous ne nous lasserons jamais de raconter. La prochaine fois que vous sentirez que le monde est un lieu chaotique et sans sens, rappelez-vous Beowulf. Rappelez-vous le Cid. Rappelez-vous que la tâche la plus héroïque a toujours été de créer un peu d'ordre, un peu d'honneur, une petite salle illuminée au milieu de la grande obscurité. En résumé, le chemin du héros médiéval fut la stratégie narrative qui transforma des clans en culture et des royaumes en nations. Beowulf établit l'ordre physique contre le chaos externe, tandis que le Cid défendit l'ordre social contre le chaos interne, révélant un code universel pour construire une identité collective. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie et pour votre curiosité insatiable. Ce fut un réel plaisir d'explorer ces mondes et de démêler ensemble ce code secret qui sommeille au cœur de la littérature occidentale. Si ce voyage vous a autant fasciné que moi, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et le plus important, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grands secrets de l'histoire et de la littérature. Votre soutien est fondamental pour continuer à créer ce contenu. Et maintenant, je vous pose la question. Quel autre héros antique ou moderne pensez-vous qu'il corresponde à ce code bâtisseur de nations? Peut-être le roi Arthur? Ou un héros de votre propre pays? Laissez-moi votre théorie dans les commentaires. J'adorerais lire ce que vous en pensez.